vais essayer de bien utiliser ces petits joujoux. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler IA, donc IA au service du contenu. On a à peu près une demi-heure, je pense. Je me présente rapidement. Donc, je suis Guillaume Dezombre, je suis le patron de l'Absense. Et nous, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur les sujets d'IA générative, donc qui sont très à la mode depuis quelques années, enfin depuis ChatGPT notamment, mais en fait ça existait déjà avant et je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait, vous parler de ce sujet sur l'IA qui permet de faire plein de choses aujourd'hui et qui évolue très très vite. Donc le sujet de l'atelier, c'est comment mettre l'IA au service de votre stratégie contenu. Je pars du principe que tout le monde produit du contenu ou a des enjeux de contenu. Oui, très bien. Donc il y a différents sujets quand on parle de contenu. Il y a la partie rédaction, génération. Il y a aussi des sujets de tagage. Donc le tagage, c'est ce qui permet de classer son contenu, de pouvoir mieux le rechercher, de pouvoir mieux l'exposer aussi à Google. Il y a beaucoup de sujets aussi sur la correction de contenu. Donc on est aussi sur certains cas d'usage qui peuvent être intéressants là-dessus et la personnalisation de contenu. Et sûrement plein d'autres choses, mais on pourra l'aborder au cours de l'atelier. Alors je commence souvent par une petite question qui est qui aujourd'hui utilise de l'IA pour produire du contenu Voilà, normalement on a pratiquement 80% des gens. Vous avez utilisé ChatGPT, d'accord. Qui a utilisé Claude? Moins, une personne. Mistral? Non? Très bien. Mistral qui est le français. Du sujet, qui a déjà utilisé de l'IA pour générer des images. Ah, quand même pas mal. Alors ça dépend des... Donc, et vous utilisez Midjourney? Ouais, DALL-E, ok. Donc on parlera de ces sujets-là. Qui a produit ou produit plus de 1000 contenus avec de l'IA? Très bien. On est à peu près dans les ratios. Il y a un vrai sujet aujourd'hui sur, on va dire, passer de l'utilisation individuelle de ChatGPT ou des systèmes de ce genre-là à passer à l'échelle, donc produire des milliers de contenus ou produire des contenus tous les jours avec ces systèmes. Je reviendrai là-dessus. Je vais remettre on va faire un petit passage 25 ans en arrière. Je reviens sur ce que disait Bill Gates en fait au début d'Internet. Alors les gens se moquaient un peu de lui, mais il disait ça allait révolutionner la télé. Et notamment, il disait qu'il n'y avait pas de limite en fait sur Internet. Si on prend tous les médias historiques, il y avait une contrainte de nombre de pages pour un journal, de temps d'antenne pour une radio, pour une télé. Avec Internet, tout ça a explosé. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que la capacité humaine n'a pas été décuplée. Donc en fait, il y a beaucoup d'espaces, on va dire, vides. Si vous prenez un site e-commerce, il peut y avoir des dizaines de milliers de pages produits. Personne n'a le temps de produire tous ces contenus pour ces pages produits. On travaille par exemple aussi dans l'immobilier avec La Forêt par exemple. Ils ont plein de blogs pour chacun de leurs agents et agences, mais en fait, il n'y a pas la capacité humaine à remplir ces blogs. Donc il y a un vrai sujet. En gros, le digital a permis un certain nombre de choses. Alors ce que ça a aussi permis, une des transformations pour les marques, au-delà des médias, c'est que toutes les marques sont devenues des médias. Je pense que vous avez tous des sites internet, peut-être dans plein d'univers différents, mais aujourd'hui, vous devez nourrir un site internet de contenu, nourrir vos réseaux sociaux. Donc quelque part, vous êtes devenu un média sans le savoir, ou sinon de façon consciente, mais en tout cas, ça implique de nouvelles responsabilités. Donc là, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire avant, si je prenais l'e-commerce, on avait une contrainte papier et éventuellement physique. Aujourd'hui, il n'y a plus cette contrainte-là. Et donc, il y a clairement un contenu roi. Il faut que j'utilise cette zapette, sinon ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a chaque année de plus en plus de contenus qui sont produits pour nourrir alors les sites, nourrir Google aussi via le SEO et les réseaux sociaux. Si je prends, là j'ai fait un focus sur l'e-commerce, mais on l'adapte selon les cas. Si je prends l'e-commerce, c'est une vraie opportunité, c'est-à-dire il y a une opportunité de produire du contenu, mais aussi un besoin pour nourrir ces sites sur les descriptifs produits, sur tout ce qui est contenu à caractère publicitaire ou tout ce qui est contenu SEO et réseaux sociaux.
Et ça, avant, c'était pas forcément quelque chose de nécessaire. Et si on prend, on va dire, alors j'appelle ça la pyramide de Maslow des besoins en contenu, mais finalement c'est le canal aussi de conversion. Si on prend cette pyramide, il y a un premier besoin, c'est d'exister sur les moteurs de recherche. Donc c'est le SEO. Donc tous les clients, enfin prospects qui viennent nous voir, le premier sujet c'est faire des contenus qui sont optimisés pour le SEO. Et ensuite, on rentre dans des problématiques alors, publicitaires, produire des contenus pour Google Ads ou autres. Et ensuite, on a du contenu pour la conversion, la fidélisation, newsletter et autres. Donc, on voit qu'il y a un enjeu de contenu. Donc, c'est ce que vous vivez, je pense, au quotidien. La problématique, alors il y a l'enjeu Google qui est un gros sujet. En plus, Google évolue en permanence, donc c'est pas évident. Voilà. Et pourtant, il y a une contrainte humaine, c'est-à-dire qu'on le digital a ouvert toutes ces possibilités, mais les ressources sont pas forcément illimitées. Il y a différents types de problèmes. Il y a un souci de disponibilité des équipes, même dans les plus grands. Nous, on travaille beaucoup dans les médias, mais même dans les médias où ils ont énormément de journalistes, il n'y a jamais suffisamment de journalistes pour couvrir tous les sujets. Et dans vos équipes, dans les équipes de rédaction, marketing, il n'y a jamais suffisamment de personnes pour faire tout le travail qui serait nécessaire. Et encore une fois, c'est un double problème, c'est-à-dire que vous avez donc, alors très souvent on fait du 20-80, c'est-à-dire qu'on fait du contenu pour ces produits les plus vendus ou les sujets les plus importants, mais on ne va pas produire pour tous les contenus. Et l'autre point aussi, c'est qu'il y a un problème de ROI, c'est-à-dire il y a des contenus où ça vaut pas le coup de consacrer X heures ou X euros. Donc il y a aussi une problématique de retour sur investissement. Je prends le cas, par exemple, on travaille pour l'équipe sur des matchs de tennis ou sur des articles de programmes télé. Voilà, ça serait pas rentable d'avoir quelqu'un qui rédige ça. Pourtant, il y a un besoin des lecteurs d'avoir ce type d'article, et donc ça rend les choses possibles. Deuxième point aussi, en termes de contexte, c'est qu'on a de plus en plus de données, quel que soit le secteur, dans l'immobilier, dans l'e-commerce. Dans l'immobilier, c'est beaucoup d'informations sur les biens. Dans l'e-commerce, c'est beaucoup d'informations sur les produits. Dans les médias, il y a beaucoup d'informations. On est noyé de data sur plein de sujets. Donc il y a un vrai sujet aussi d'éditorialisation des données, et l'IA permet de faire ça de façon plus simple que nous autres humains. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que l'IA, sur ces sujets-là qui sont, on va dire, problématiques, peut vous aider. Donc peut vous aider à générer du contenu. Donc je fais 25 ans après Bill Gates, donc ça c'est un article que je vous invite à lire parce qu'il l'a publié l'année dernière et c'était assez intéressant. Microsoft est aujourd'hui est redevenu l'entreprise, une des entreprises les plus valorisées. Clairement, ils ont assez rapidement compris l'intérêt d'investir sur OpenAI, et Bill Gates, qui est jamais très loin de Microsoft, a publié un article où voilà, il parle d'une nouvelle ère. Et ce qui est assez marrant, c'est que le digital en fait a décloisonné, nous a permis d'avoir un univers illimité à remplir, et l'IA va permettre de remplir cet univers. Donc alors ici je vais parler principalement de contenu, mais si on parle de la réalité virtuelle, des mondes 3D dont on a beaucoup parlé les dernières années, en fait l'IA va permettre de remplir ces mondes-là. Donc il y a une vraie promesse et une réalité aujourd'hui. Donc, on a parlé tout à l'heure. Donc, pour générer des contenus, le premier sujet, c'est donc je vous invite, mais en fait vous l'avez déjà fait. Vous avez testé ChatGPT, essayez le chat donc de Mistral si vous l'avez pas déjà fait, c'est gratuit. Claude, donc voilà, il y a de plus en plus de solutions aujourd'hui. Ça, c'est les principales. Vous pouvez aussi utiliser directement via Bing ou Google. Vous pouvez aussi accéder à des systèmes de génération. Donc, on génère des contenus rédactionnels. Alors nous on a une plateforme SaaS où on met à disposition, parce que tout le monde n'a pas forcément toutes les idées de ce qu'on peut faire avec les IA, ou n'a pas forcément le temps, l'envie d'optimiser des prompts. Donc ça, c'est un certain nombre d'exemples que l'on met sur une plateforme SaaS qui s'appelle already.ai. Et donc on peut générer des quiz. Je pourrais vous montrer ou faire des démos derrière. À partir d'un article, on peut générer un quiz, un sondage, faire plein de choses. On peut faire des synthèses d'articles, on peut faire des posts sur les réseaux sociaux. On a plus d'une centaine de modèles. Il y a plein de cas d'usage. Souvent, la question, c'est OK, l'IA, c'est top, je vais la tester, mais c'est la question du cas d'usage et qu'est-ce qui est utile. Je les ai catégorisés très rapidement en 3 parties. On va dire il y a une partie génération. Vous voulez générer un article ex nihilo. Je t'y reviendrai derrière, mais il y a plein de risques associés, mais vous pouvez le faire. Donc, écris-moi un article sur
comment décorer ma maison. Vous pouvez faire de la reformulation, donc vous avez un article mais vous voulez le rédiger différemment, plus court, ou l'adapter pour les réseaux sociaux, donc ça c'est un cas d'usage assez pratique, et vous partez de votre contenu et vous allez le décliner. Donc on parlait de multiplication des formats et des sites à nourrir, ça c'est assez pratique. Et ensuite il y a la transformation, donc c'est je pars d'un article et je le transforme radicalement, donc je fais un sondage, un quiz, je fais une formation, enfin on peut faire des tests de formation à partir d'articles ou même de rapports ou de livres. Donc tout ça c'est assez pratique, et là on est sur une transformation beaucoup plus radicale. Donc ça c'est sur la partie texte. Sur la partie image, donc ça c'est la nouvelle interface Midjourney qui est quand même beaucoup plus facile d'accès que Discord, pour ceux qui ont commencé sur Discord. Ça c'était, j'intervenais auprès de la FNAIM il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait un certain nombre d'exemples dans l'immobilier. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que le texte devient le pivot de beaucoup de choses aujourd'hui au niveau de l'IA. Donc à partir d'un texte, je peux générer une image. À partir d'une image, je peux transformer l'image en texte. Donc c'est très très fort quand on veut... Avant, ça marchait pas très bien, mais aujourd'hui, si vous avez des images produites, on peut générer un descriptif en partant de l'image. Alors il y a un retravail éventuellement à faire, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire. Donc aujourd'hui sur les images, alors très longtemps Midjourney était largement meilleur que tout le monde. Ils ont été un peu rattrapés par DALL-E, mais ils restent quand même largement meilleurs. Donc si vous l'avez pas essayé, n'hésitez pas à le faire. Et DALL-E, vous pouvez l'utiliser via ChatGPT ou via Bing, puisqu'il est intégré par défaut. Alors c'est là où je sais pas avec la Zapette si ça va marcher. Je vous montre la vraie révolution sur la dernière année. Bon là, ouais, ça va ramer un peu. Bon, allez voir. La vraie révolution depuis un an, c'est sur la vidéo. Donc c'est en train de chambouler un peu tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau modèle qui sorte. Runway a sorti un nouveau modèle cette semaine. Luma, c'était la semaine dernière. Sora, c'était il y a un mois. Donc il y a une grosse bataille sur le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez alors demander à ChatGPT de vous faire un script et après pratiquement faire un film ou des mini-films. Il y a même aujourd'hui ils font des concours de films. Donc vous pouvez aller voir sur ces différents sites. Donc Luma, Runway, Sora sont les. Alors Sora, c'est la version vidéo, c'est pas disponible aujourd'hui. Runway, vous pouvez le tester. Luma, vous pouvez le tester. Il y a Edra ou Immersity aussi qui ont des cas d'usage particuliers. Donc là, vous pouvez à partir d'une image naviguer. Il va inventer le reste de l'image et vous allez naviguer. Vous pouvez faire tout un script et ça va vous permettre de faire un mini clip. Et au début, c'était des séquences de 10 secondes. Là, on est sur du 30 secondes et petit à petit, on peut vraiment faire des films de plusieurs minutes. Et avec un résultat encore bluffant. Si on a le temps à la fin, je vous ferai une petite démo, mais allez voir, c'est un des secteurs qui bouge le plus actuellement. Et on est passé de le running gag, c'était Will Smith qui mangeait des pâtes, et c'était pas très joli à voir. C'était une des premières vidéos qui était sortie il y a 2 ans. Maintenant, il y a des clips incroyables de créativité, avec des qualités d'image et de restitution qui sont imbattables. Donc, on n'est pas encore, on commence à voir des mini-films. On n'a pas forcément des films longs, mais ça bouge beaucoup. Donc, je vous invite à regarder ça. Et alors oui, sur la voix maintenant, vous pouvez. Donc là, je vous passe pas tout en revue, mais il y a aussi la voix, et les voix historiquement françaises n'étaient pas terribles. Aujourd'hui, le niveau de qualité s'améliore, pareil, assez rapidement. Les voix américaines sont bluffantes, donc il y a de plus en plus de choses qui se passent au niveau de la voix. Et pareil, comme sur les images, on peut passer d'une voix, donc d'un podcast, à l'écrit assez facilement et vice versa. Donc ça, c'est des choses qui se passent. Donc tout ça, c'est assez incroyable. On a un gain de temps pour la rédaction des contenus. On a plein d'idées de sujets parce que vous pouvez lui demander des idées de sujets à traiter. Il y a la possibilité de reformuler, de traduire. J'en ai pas parlé, mais voilà, vous avez sûrement utilisé DeepL, mais en fait ces modèles-là savent très bien traduire. On peut résumer et on peut générer donc dans plein de langues et de formats. La problématique, alors je pense que vous avez tous qui a eu des hallucinations ou des problèmes dans la génération de contenu. Voilà, moi je peux vous en citer plein. Donc une fois on travaillait sur des problématiques, par exemple sur le vote
sur les trottinettes à Paris. Donc je vais demander de me faire un article sur les avantages et inconvénients lorsqu'on devait voter pour les trottinettes, le maintien des trottinettes à Paris, les avantages et inconvénients des trottinettes. Et donc ChatGPT m'a fait un super article en me disant que les trottinettes étaient très pratiques pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Donc voilà. Et en fait, l'article est bluffant, donc vous le lisez. Si vous faites pas attention, en fait, vous allez passer à travers, parce que 99% ou 95% de l'article est très bien. Et l'hallucination, c'est ça, c'est-à-dire que les modèles, par définition, hallucinent. Elles ont parcouru plein de contenus, et puis après, avec des modèles de probabilité et les réseaux neuronaux, bref, ça recrache un contenu qui est bluffant. Et si vous n'êtes pas vigilant, si vous connaissez pas votre sujet, ça va vous faire des erreurs. Il n'y a pas longtemps, pareil, je demandais de me faire la liste des 200 villes, plus grandes villes en France, avec les codes postaux, les codes INSEE, le nombre d'habitants. Au début, c'était bien, et au bout d'un moment, les codes postaux étaient pas bons, les codes INSEE étaient erronés, les nombres d'habitants, c'était pas les bons, etc. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Quand on est sur des sujets très experts, il faut autant d'expertise finalement derrière la machine que il y en a dans le texte demandé. Donc, les problématiques, après, si on les passe en revue, il y a aussi un sujet d'identification, c'est-à-dire Google sait identifier, parce que c'est assez probabilistique, donc il y a des façons de lutter contre ça, mais il y a un petit risque là-dessus. Il y a des problèmes, donc je vous l'ai dit, de logique. D'ailleurs, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un contenu de 100 mots, il ne sait pas ce que ça veut dire 100 mots. Le nombre de signes, il ne sait pas ce que ça veut dire, donc c'est assez complexe. Alors il y a des façons d'y arriver, mais c'est pas forcément évident. Les problèmes de données, il y a des problèmes de grammaire, et parfois il y a même des délires totaux au sein des textes. Sur les images, ça s'est bien amélioré, parce qu'au début on était sur 3 jambes, 6 doigts. Donc voilà, aujourd'hui on a moins ce souci-là. Ça va continuer de s'améliorer, mais parfois il y a quand même des petites aberrations. Je pourrais vous montrer des exemples. Il y a un sujet qu'on constate, c'est la problématique du prompt. On peut passer des heures, des journées à trouver le bon prompt. Donc, si vous êtes sur ces sujets, et un prompt valable un jour peut ne plus être valable une semaine après, parce qu'en fait les modèles changent. Donc après il y a des différentes façons de fonctionner, de réussir à gérer ça. Mais en fait on est dans un monde vivant où son prompt ou ChatGPT peut avoir des régressions. Je vous invite, je fais le parallèle avec un autre domaine. Tesla bouge beaucoup sur la conduite autonome, et à chaque itération, ils ont des régressions. Donc la voiture qui prenait bien tel virage, finalement, elle le prend pas bien. Voilà. Et ChatGPT, c'est pareil. Il y a des moments où on a eu des régressions sur les modèles. Et après, quand on a tous ces problèmes-là, il y a un vrai sujet, c'est sur l'industrialisation. Donc c'est très difficile d'industrialiser une production quand on doit être vigilant sur tous ces points-là. Alors j'ai rajouté cette slide parce que voilà, il y a tous ces problématiques-là. Et un autre point sur l'industrialisation et même sur votre quotidien, c'est que vous devez suivre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est passé, donc là c'est juste quelques images que j'ai prises sur Internet, mais Claude, on est passé du 1 au 2 au 3, et puis en fait dans le 3, il y a Sonnet, il y a Opus, il y a 3.5, la nouvelle version de Sonnet. Sur OpenAI, il y a ChatGPT 3.5, 4, 4o. Si vous l'utilisez de façon industrielle, et après je vous passe les Mistral, Dali, etc. Mais tout ça évolue, et de temps en temps, la différence de prix peut être énorme. Ça peut être 100 fois plus cher d'utiliser ChatGPT 4 en production qu'un 3.5. Et 3.5 va vraiment faire la blague, on va dire, donc va être plus performant ou aussi performant que le 4. Donc il y a un vrai sujet quand on industrialise ces sujets-là, de savoir quel modèle on choisit, de connaître les forces et faiblesses des modèles. Par exemple, il y a plein de cas d'usage où on se rend compte que Mistral est meilleur que OpenAI. Donc en fait, voilà, et tout ça bouge. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc il y a un énorme travail quand on parle d'industrialisation sur ces sujets. Donc on est un peu perplexe. Je sais pas si vous... Alors c'est une petite parenthèse, mais c'est le film Her de Spike Jonze, qui est très très bien, qui parle d'IA justement et de la relation entre un homme, alors j'ai essayé de pas vous spoiler, et une IA qui évolue. Donc je vous invite à le regarder parce que c'est à la fois d'actualité sur le sujet, et il y a un petit clin d'œil. OpenAI avait demandé, ils ont sorti une version vocale.
d'OpenAI. En fait, ils avaient demandé à Scarlett Johansson, qui fait la voix de l'IA dans Her, de prêter sa voix. Donc elle a refusé, mais ils ont fait une voix très similaire. Donc voilà, ça fait les choux gras de la presse. Et au final, je pense qu'elle va avoir gain de cause, ce qui est très bien. Donc c'était une petite parenthèse. Heureusement, la bonne nouvelle, l'IA peut aussi vous aider à automatiser le contenu. Donc, alors c'est un autre type d'IA. Et là, on a parlé d'IA générative de type LLM, donc des modèles neuronaux. Là, on est sur des IA symboliques. On va connecter. Donc, on maîtrise les symboles, on sait ce qu'on fait, on paramètre, on a des algorithmes. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous historiquement. Et en fait, on est sur des logiques. Donc c'est ce qu'on appelle le traitement automatisé du langage. Et en fait, on va pouvoir connecter de la data. Donc très souvent, on est sur des sujets, là pour le coup de masse. Donc on est sur des sujets inhumains par nature. On fait plus de 50 000 contenus aujourd'hui par jour. Donc c'est de la météo, c'est des programmes télé, j'en ai parlé, des résultats du loto, des articles sur les prix de l'immobilier, plein de sujets micro-locaux, intensifs en data. Donc voilà, le point clé, c'est de dire ça intéresse les gens, mais ça serait pas possible de le faire autrement. Dans plein de domaines après, c'est les fiches produits, les textes SEO, etc. Donc là, on intègre la data, on a des systèmes où on peut utiliser différents types d'IA, d'algorithmie qu'on paramètre, et ensuite on produit des contenus donc de tout type, formatés, articles, posts pour les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est quelques exemples. Comme je suis très bavard, je vous avais préparé plein d'exemples, mais on ne pourra pas forcément les revoir. Donc tous les jours, si vous regardez la météo sur Bordeaux, vous allez trouver des contenus qu'on fait pour Groupe Sud-Ouest, pour Météo pour France Info, pour 20 minutes. Enfin voilà, donc le résultat du loto pareil. On travaille pour la fédération de rugby, on fait plein d'articles de sport, etc. Donc ça, c'est un certain nombre d'exemples. On est aussi donc en multivertical aussi sur les sujets e-commerce. Quand on automatise ces contenus-là, comme je vous l'ai dit, on est sur de la masse. Donc là où on peut quand on fait du chat GPT, on peut copier-coller, modifier à la main, se débrouiller. Là, si on doit faire ça, c'est pas possible parce qu'on parle de milliers de contenus. Donc en fait, on automatise le formatage, les tags, le linking, les métadescriptions, voilà, les H1, HN pour ceux à qui ça parle, donc les titres. Ensuite, on va automatiser les images, le nommage des images, tous les attributs images. On va automatiser s'il y a besoin des infographies. Et on travaille aussi sur des sujets vidéo et vocaux associés. Et tout ça, on le fait donc en gérant cet enjeu de masse, de rapidité. Donc à 1 seconde après la fin d'un match, l'article peut être produit et en ligne. S'il faut on va dire générer 15 000 articles, il n'y a pas de souci, on sait les générer. Donc on a beaucoup travaillé sur les élections, donc c'est des énormes volumétries. Typiquement, donc il y a ce côté rapide et masse. On a le côté économique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a plein de contenus qui sont pas produits parce que ça serait pas rentable de les produire, on va dire humainement. Là, on rentre dans des sujets où on est à quelques centimes de contenu. C'est un peu comme l'impression, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur le calage, mais une fois que ça tourne, ça coûte pas cher. Et ensuite, alors on gère le niveau de langage, on gère l'optimisation, tout est maîtrisé. À la différence des IA génératives où on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est magique, c'est bluffant. Là, on est sur un travail où on mélange de l'algorithmie, du paramétrage, de la connexion, et donc on a des travails de linguistes pour faire ça. Et on va pouvoir gérer. Alors l'avantage au niveau SEO, c'est qu'on gère le duplicate, on gère tous ces sujets-là, puisqu'on paramètre bien tout. Et on génère en différentes langues, donc on paramètre et on peut générer dans différentes langues. Donc on travaille pour un certain nombre de clients dans différents domaines. Voilà, on a été accéléré, pareil, dans différents domaines par TF1, Plug and Play. Les bénéfices clés qu'on va chercher, c'est vraiment du gain de temps. Alors c'est même, on crée du temps finalement, puisqu'en fait les gens ne faisaient pas ça, donc on crée la possibilité de faire ces formats-là. Associé à ça, il peut avoir de l'affiliation, donc on peut automatiser l'injection des liens et avoir des liens d'affiliation. On travaille beaucoup sur les landing pages et on peut avoir, ça peut venir aussi générer et optimiser la génération de leads et bien évidemment du trafic, parce qu'un des gros sujets, je parlais de la pyramide de Maslow des besoins en contenu, c'est le SEO. Donc la première chose que font nos clients, c'est de vérifier leur référencement SEO.
les cas d'usage, quand on est sur l'automatisation comme ça, info locale, donc très propice. On a 36 000 communes en France, donc il y a énormément de besoins. Donc après, sur ça peut être des prix de l'immobilier, qualité de l'air, plein de sujets qu'on traite au quotidien. La météo, c'est un gros sujet actuellement, donc on génère aussi des alertes quand il y a des problématiques, des tempêtes ou autres. Tout ce qui est serviciel, donc désolé si vous aimez bien les horoscopes, il y a plein d'horoscopes qu'on peut générer, des guides sur les prénoms, que regarder à la télé le soir, par typologie, sur des matchs de sport. En politique, j'en parlais alors avant, après. Là récemment, on a travaillé sur les élections européennes où on était... alors là, pour le coup, on était sur du génératif. Donc, on générait des articles de fond en nourrissant d'informations assez pointues sur les élections européennes et les enjeux des élections européennes pour l'opinion. Voilà, sinon, il y a tout ce qui est résultats où il y a énormément de data et il faut les traiter à la volée en soirée électorale. Résultats sportifs, donc on travaille. L'intérêt, c'est de travailler pour les fédérations, par exemple. Il y a le sport amateur, des sports qui ne sont pas couverts. Ça, c'est des choses qu'on fait pour la fédération de foot belge, qu'on a affronté hier, et la fédération de rugby également. Voilà, l'immobilier, j'en ai parlé. Je vais passer un peu rapidement parce que e-commerce, donc les fiches produits. Là, un exemple, mais l'impact sur le nombre de mots-clés. Donc, on va suivre les nombres de mots-clés, on va s'assurer que ça permet au site de se développer. Et après, bon, on aura dans plein d'univers tout ce qui est contenu SEO. Donc, c'est les contenus qui sont en bas de page généralement, qui sont utiles. Très souvent, on pose la question, mais est-ce que Google pénalise ces contenus-là? Google est assez clair, il faut qu'il y ait des contenus utiles. Donc, la question de l'utilité, c'est pour ça que j'insiste sur les datas très souvent. Les datas font l'utilité. Les gens ont envie d'avoir de la météo, les gens ont envie sur l'immobilier d'avoir des informations sur leur ville, et en plus ça permet de rafraîchir les contenus tous les 3 à 6 mois. Donc aujourd'hui on n'a pas de clients qui sont pénalisés, on travaille en France, à l'étranger, aux États-Unis. Voilà, c'est les mêmes, on constate les mêmes choses. Très rapidement après sur la personnalisation du contenu, alors ça c'est notre vision, mais la question c'est ce que ça va venir. Le problème du contenu SEO, c'est que c'est un contenu figé et qu'on essaye de pas trop toucher. Je pense que l'avenir du contenu, c'est de pouvoir refléter ce qui se fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous rentrez dans un magasin, en fonction de la météo, en fonction d'un certain nombre de choses, de la période, on va adapter, le vendeur va adapter son discours à vous et donc personnaliser son contenu. Aujourd'hui, il y a cette possibilité, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut générer du contenu à la volée en intégrant les personas, donc à qui on s'adresse, en intégrant la localisation, en intégrant énormément de choses. Donc ça, c'est des choses possibles. Donc on travaille sur ces sujets-là et sur l'adaptation vraiment ultra fine des contenus. Donc la problématique après qu'on a, c'est est-ce que les CMS, est-ce que tout est fait pour ça? Mais en fait, on va aller progressivement sur une logique de commerce et de contenu dynamique. Et après, ça s'adapte sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Le bénéfice clé, quand on est sur de l'automatisation totale comme ça, c'est qu'on peut partir en vacances, entre guillemets. Enfin voilà, ça tourne à 6h du matin, ça tourne le dimanche à 10h du soir si on veut. Voilà, c'est des processus. Tout le travail est fait en amont pour pas avoir de soucis. Donc on a bien ce gain de temps pour la rédaction. Il y a le trafic. Ça permet de créer, de nourrir des nouvelles rubriques. Je parlais de la forêt tout à l'heure, mais par exemple, on travaille pour la Maison des Travaux où ça vient nourrir tous les chantiers qu'ils font. Et dans les agences, ils n'ont pas le temps de faire un récap, un article sur les chantiers. Donc là, ils peuvent automatiser la rédaction de ces articles-là et parler du chantier, ce qui a été fait, etc. Et puis, toujours des sujets sur les langues et formats. Et alors par rapport au machine learning, donc les IA génératives, on a vraiment un contenu qui est variabilisé, on peut mesurer, on a des algorithmes qui permettent de mesurer ça, on a des textes qui sont maîtrisés sans erreur, on maîtrise les données, la logique, la longueur, donc tout ça est contrôlé. On a aussi des images enrichies, mais pareil, on les contrôle, on les nomme, on fait pas mal de choses au-dessus. Et au final, on est dans une logique d'intégration totale. Si vous n'êtes pas sur ChatGPT à faire des copier-coller, etc., tout est livré, formaté en HTML, en JSON et poussé sur les sites.
Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc là, on produit concrètement 50 000 contenus par jour. Alors on peut mieux faire. Notre vision, c'est que on va être progressivement dans une logique de fusion, c'est-à-dire que d'hybridation. Donc il y a deux types d'hybridation qui sont en cours. C'est un des gros sujets, c'est intelligence artificielle et intelligence humaine. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre vision, c'est qu'il y a la rédaction classique, ça continuera d'exister. Et c'est très bien. Je pense qu'il y a une vraie expertise, une capacité à synthétiser des informations, etc., que l'IA peut pas faire aujourd'hui. Et après, on a, nous, ce qu'on appelle le contenu semi-automatisé. Et c'est ce fameux contenu qu'on va générer ou transformer à partir des IA. Mais il faut être vigilant. Il y a une revue humaine. La question, c'est comment le faire de façon optimisée via des interfaces. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis après, il y a le contenu totalement automatisé, mais ça, je viens d'en parler. Et après, justement, sur les IA en machine learning et les IA symboliques, alors ça se pratique de plus en plus. Maintenant, on fait du chaînage d'IA. Donc, on utilise des IA maîtrisées pour contrôler des IA à hallucination et pour contrôler les choses. Donc, pour éviter que l'humain ait à faire ce contrôle. Donc nous on a alors sur l'hybridation, enfin sur l'hybridation humaine IA, donc voilà, on a lancé une plateforme qui facilite ce travail-là, donc qui permet de prendre en main ça. C'est une interface, vous pouvez vous connecter, c'est gratuit, vous payez sinon à la conso au-delà de la phase d'essai ou au forfait. Et là on a des prompts, on a différents types d'IA et on optimise tous les modèles selon par catégorie, e-commerce, immobilier et autres médias. Et on vient nourrir ça régulièrement. Et après, sur cette plateforme-là, ça nous permet d'industrialiser pour des clients, si on intègre automatiquement leurs articles, leurs data et des modèles propres auxquels eux seuls auront accès. Et donc après, on peut aussi basculer en API. Très de temps en temps, on commence via la plateforme et on peut rendre ça accessible en API. Là, l'intérêt là-dessus, c'est quand voilà, vous gagnez du temps, il n'y a pas besoin de maîtriser le prompt, pas besoin de savoir quelle est la bonne IA, à quel moment, est-ce qu'il faut utiliser du 4, du 3,5 ou Claude. Donc on facilite tout ce travail-là. Alors dernier point sur ce que peut faire l'IA. L'IA peut vous aider à valoriser votre contenu. Donc là on a parlé génération, ça c'est des cas d'usage sur le tagage par exemple. On part d'un contenu et on va taguer automatiquement le contenu, le catégoriser, et extraire aussi des informations potentiellement sur des personnalités, des lieux, etc. Donc ça, c'est des exemples. On travaille pas mal dans les médias sur ces sujets-là. Généralement, c'est en API, parce que ça permet d'être intégré dans les CMS. Voilà, on va sortir les tokens, les sujets traités. Là, l'idée, c'est de faire gagner énormément de temps sur ces sujets-là aux rédactions, qui n'ont pas une passion du tag, et en plus, ils choisissent rarement les mêmes tags, donc il y a des problèmes d'hétérogénéité. Un des gros soucis sur les sites, souvent, c'est qu'on a une arborescence catégorie qui fonctionne bien. On commence à faire des tags et ça devient vite un peu le bazar. Donc on a des tags qui sont pas souvent utilisés, pas bien remplis. Donc là, on peut aussi faire des analyses globales pour identifier les potentiels et l'intérêt de créer des nouveaux tags et comment les nourrir. Voilà, et là, on va gérer la cohérence, l'exhaustivité et les bénéfices. Ils sont principalement sur le SEO, la navigation et la gestion des archives. Autre cas d'usage de l'IA sur la valorisation de contenu, c'est la partie correction. Donc là, alors tout le monde a un correcteur, mais en fait, nous, on fait de la correction en masse en montrant les différences, etc. L'intérêt, c'est que quand on est notamment sur l'impression papier, on travaille beaucoup avec des gens qui gèrent des magazines, des guides touristiques, et en fait, ça permet ils n'ont pas suffisamment de gens pour gérer tous les contenus qui rendent des pigistes, et en fait, là, quand on a affaire des équipes techniques, c'est intégré en API dans leur système, et sinon on met à disposition soit sur la plateforme Already, soit via du Google Drive par exemple. Ils déposent un fichier, ils récupèrent un fichier, on gère toutes les corrections, les espaces insécables, tout ce qui permet de faciliter après le passage à l'impression. Et après, comment on fonctionne de notre côté? On est sur des logiques de fonctionnement soit par fichier one shot, soit en mode SaaS. Donc c'est à partir de 10 €, c'est même gratuit. Et après, on peut avoir des projets plus gros. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui.
Euh, alors, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans cette logique-là. Là, on va le faire. On vient de répondre à un appel à projet BPI en consortium avec le CNRS et un grand groupe média. Donc, on va rentrer un peu plus loin dans des mesures de ce type-là. Moi, j'insiste. Je pense que un contenu humain versus un contenu unique généré par ChatGPT, le contenu humain va mieux fonctionner. Pour arriver à une meilleure qualité sur du ChatGPT, il va falloir passer du temps. Et parfois, on passe plus de temps. Là, je discutais avec quelqu'un, il me disait ça, et je trouve ça c'est juste. Aujourd'hui, on passe moins de temps à générer un contenu qu'à le relire ou à l'optimiser. Et en fait, on peut passer énormément de temps à corriger un contenu. Parfois, c'est très pénible. Donc, si vous êtes sur des faibles volumétries et d'expertise, l'humain va toujours mieux performer, je pense. Voilà, moi, je trouve que les cas d'usage intéressants, c'est sur ce qui n'est pas produit par l'humain. Et si vous voulez arriver à une bonne performance SEO, nous on voit des bonnes performances en utilisant ChatGPT, mais en fait on a tout un travail derrière. Enfin voilà, on a vraiment des process pour corriger. Il y a des tics de langage en fait aussi dans ces modèles-là, donc il faut arriver au niveau du prompt et derrière sur la revue à optimiser ça. En fait, le juge de paix, c'est ça, c'est le trafic. Encore une fois, nous, notre focus, c'est pas de dire, c'est plus de faire des choses qui n'étaient pas traitées que de remplacer l'humain. Donc, si vous me dites, tiens, voilà, je fais X articles par jour sur un blog, très bien. Après, on peut vous faire gagner du temps, etc. Mais si on veut maintenir le même niveau de performance, je pense qu'on va passer, ça va être aussi coûteux finalement potentiellement. Oui. Alors, quand on est sur l'automatisation totale, en fait, on paramètre tout, donc c'est totalement maîtrisé. On sait générer les X versions, toutes les possibilités, on fait jouer toutes les versions possibles, et c'est nous qui maîtrisons. Quand on est sur l'IA symbolique, on maîtrise tout le paramétrage de la machine. Donc là, on sait que ça marche. Et on sait gérer, souvent la problématique, c'est la data. Donc on sait dire si ça me donne 120 degrés pour la météo, soit le monde c'est passé une catastrophe, mais sinon ça ne doit pas sortir. Donc on a des contrôles comme ça. Sur les IA génératives, donc quand on est sur des projets de masse, là on va travailler sur ce qu'on appelle du chaînage d'IA. Déjà pour limiter les hallucinations, en fait, il ne faut pas faire confiance à ces modèles pour vous donner la matière brute, en fait. Donc nous, on vient nourrir, on a des crawlers, on a des systèmes où on vient injecter la data ou l'information dont on veut parler, parce que sinon c'est compliqué, ça va vous faire des hallucinations. Donc ce qu'on appelle du RAG, ou enfin voilà, où on ingère, on traite et on met la data nous-mêmes. Après, il y a un travail sur le prompt et après, on contrôle derrière. Donc, on sait dire, on parallélise les appels. On demande à Claude, à Mistral, à ChatGPT de nous produire des contenus. On vérifie si on voit qu'il fait des erreurs, on contrôle les erreurs dans les contenus. On vérifie s'il nous fait tentant, il peut nous dire n'importe quoi ou partir sur des textes trop longs, etc. Donc, on fait un certain nombre de contrôles. Et puis, tant qu'il répond mal, on lui dit de corriger ou on nettoie le texte si besoin. Donc, et en fait, on passe comme ça progressivement d'un texte où il y a un risque d'hallucination à un texte où le risque est vraiment limité. C'est pour ça que je parle de semi-automatisation. Donc l'automatisation, elle repose sur des modèles en IA symbolique où on maîtrise les choses. Et c'est la seule façon de passer en production. Ce qu'on fait pour tous les exemples, je peux vous en montrer. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce qu'on fait au quotidien, ça c'est pour Capital. Donc, on vient de recevoir les données sur les prix de l'immobilier, sur une centaine de villes, ça génère les articles. Tout ça, c'est maîtrisé. Il n'y a aucun risque d'hallucination. Là, on a fait les résultats du bac pour Sud-Ouest. Je vous parlais de la météo, donc ça c'est la météo.
donc avec les textes, l'image, tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise, les alertes. Donc il n'y a pas de risque d'hallucination. L'IA symbolique, on manie le symbole, on paramètre et en fait, tout le travail est fait en amont pour savoir toutes les possibilités. Donc, il y a énormément de tests en amont, mais on ne relie pas. Non, c'est produit à 5 heures du matin, dans certains cas. Voilà, ça, c'est maîtrisé. Et je dis souvent, en fait, la seule façon d'automatiser à 100%, c'est de savoir ce qu'il y a dans la machine. Il n'y a pas de boîte noire. Automatiser avec ChatGPT totalement, moi je parle de semi-automatisation, on peut limiter le risque, mais il y a un risque. Donc on parle de semi-automatisation. Donc pour moi, il y a un certain nombre de vérifications. Nous, ce qu'on met en place, c'est plein de vérifications pour limiter ce risque. Et après, selon les clients, il y en a certains qui prennent le risque d'aller en production avec un résiduel d'erreur, ou sinon ils ont des vérifications humaines. Il y a un exemple, Air Canada a mis ChatGPT derrière son bot, et le bot, à un moment donné, a décidé de rembourser quelqu'un. Voilà. Et donc ils ont été obligés de le rembourser parce que c'était Air Canada qui parlait. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Et ça, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que si vous prenez ces modèles reposent sur des probabilités, fonctionnent sur des réseaux neuronaux qui ne sont pas compréhensibles, qu'on ne maîtrise pas. Donc on apprend, on met plus de puissance de calcul, etc. Mais il y a une incertitude associée. Voilà, là je peux vous montrer des choses qu'on a fait comme ça, mais là sur l'opinion, je parlais des élections, on a fait beaucoup de contenu. Merci. On a fait beaucoup de contenu, mais voilà, on était obligé finalement d'avoir un travail de relecture, de vérification au-dessus des contenus. Ouais, alors quand ils sont sortis, enfin en tout cas les contenus se positionnaient super bien. Mais je pense qu'on aurait fait on aurait poussé les contenus sans les checker. Je pense qu'ils auraient performé un peu mieux ou il y aurait eu des risques. Donc c'est ce que voilà, dans la semi-automatisation, c'est bluffant, c'est rapide, mais si vous vérifiez pas ou corrigez pas voilà, il y a des contenus. On travaille beaucoup pour des guides touristiques sur des descriptifs de points de vente, enfin de lieux, de POI. Là, on peut automatiser c'est moins grave si on dit qu'un resto fait des pâtes et des pizzas, c'est un resto italien. Mais normalement, pareil, on va récupérer l'info, on va quand même essayer de maîtriser tout ça. L'hallucination, il y a plein de gens qui mesurent, c'est les problèmes d'erreur sur les LLM, c'est mesuré selon les LLM, selon les cas d'usage, entre 13 et 1%. Voilà, ça se réduit, mais comme genre je faisais le parallèle sur la conduite autonome, il faut être derrière le volant, quoi. Il faut pas être loin. Si vous gérez une centrale nucléaire avec ça, non, il faut pas, quoi. Si vous faites 100 000 contenus par jour, 50 000 contenus par jour, je conseille de faire des choses maîtrisées. Et là, par exemple, ça c'est un cas d'usage marrant. On a travaillé sur des fiches pour 20 minutes. Donc il y avait une partie génération texte, il y avait une partie génération d'images. Clairement, on a dit, c'était l'été dernier, donc on était sur des centaines d'images, et on générait le texte qui produisait l'image. Donc on essayait de choisir les éléments qui allaient bien avec le métier. On était sur une image qui ne pouvait pas être produite d'une autre façon. En tout cas, ça a été complexe et hors de prix. Mais dans ces images-là, il y a une tonne de bêtises. Il y a des chaussures avec de talons, il y a des, enfin voilà, si on regarde dans le détail, il y a des poissons à deux têtes. Enfin voilà. Ça, c'était Midjourney il y a un an. Je pense que maintenant c'est mieux, mais quand même, il y a ces problématiques-là. Quand on est dans l'illustratif, c'est acceptable. Ça, c'était Midjourney. Ouais. Donc. Alors, en fait, nous, on insiste sur, on veut partir d'un problème business, d'un enjeu, d'un brief éditorial, et après on regarde quelle est la bonne solution. Et après, si on doit avancer, c'est nous qui allons tout paramétrer pour répondre aux besoins. Donc, soit on met à disposition des modèles avec le prompt. Donc ça, c'est l'interface dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'interface already. Donc là-dessus, on peut mettre à disposition. Merci. On peut mettre à disposition des modèles, et après, là je sais plus, un exemple. Voilà, là on a un modèle où on génère des posts pour les réseaux sociaux à partir d'un article. Donc, je colle mon article et je fais générer.
Et j'ai ici des suggestions de postes, je peux régénérer si besoin, etc. Donc ça, c'est un cas d'usage. Et sinon, quand on est sur des gros projets, on va tout paramétrer et après on génère. Et en effet, tout le paramétrage est plutôt de notre côté. En fait, c'est les linguistes qui paramètrent les projets. Donc nous, on a une interface qui facilite le paramétrage de projet. Donc on a une interface qui permet de... En fait, on a codé les langues et après, on a quelque part fait une interface de codage d'un plan de texte. Donc on peut avoir plein de plans différents, on peut avoir... et on peut avoir des règles au niveau des plans, on peut avoir des règles au niveau des phrases, au niveau des mots, on peut avoir des règles au niveau des données. Enfin, et après, on gère les variations. Et ensuite, au-dessus de ça, à la fin de tout ça, ça créerait un monstre. Mais en fait, on a un système qui bascule tout ça en français et en anglais et qui gère et qui dit tiens, là, il y a trop de répétitions, donc je vais anaphoriser, je vais faire des. Ça, alors notre vision quand on fait par exemple du multilingue, c'est paramétrer dans chaque langue plutôt que de faire de la traduction où il y a une langue pivot. En fait, on va générer nativement dans chacune des langues. Donc, on va paramétrer pour à partir des mêmes infos. C'est ça. Et ce qui permet, on l'a fait pour des démos L'Oréal ou on l'a fait même pour des clients en prod où en fait en Italie sur certains produits on a travaillé pour Histoire d'Or en Italie. Voilà, l'importance, enfin ce qu'on veut dire d'un bijou est pas forcément la même chose que ce qu'on veut dire. Enfin voilà, la même approche qu'en France. Donc, et ça permet de ne pas avoir de langue pivot en fait. Donc, parce que souvent le problème quand on est sur du multilingue, c'est on traduit à partir d'eux. Et donc les machines ne savent pas vraiment s'éloigner de ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres. J'ai complètement explosé le temps. Mais merci beaucoup. Bonne journée.